Imaginez. Vous êtes allongé sur une paillasse dans une chaumière en pierre du Yorkshire, en Angleterre, durant l'hiver 1347. Le vent hurle à travers les fissures des murs en bois, et votre souffle forme de petits nuages dans l'air glacial à côté de vous. La main calleuse de votre mari rencontre la vôtre sous la couverture de laine rugueuse. Mais ce moment de tendresse est interrompu par la toux grasse de votre belle-mère, qui dort à peine à 1 mètre de vous sur son propre grabat. Derrière elle, vos 2 jeunes enfants s'agitent nerveusement dans leur lit commun. Et dans un coin, la truie enceinte qui nourrira votre famille jusqu'au printemps grogne doucement dans son enclos. C'est l'intimité du monde médiéval. Des instants volés entre les ronflements des proches, des mots doux murmurés masqués par le crépitement des braises mourantes, et la conscience constante que chaque geste, chaque contact, chaque respiration est observé par quelqu'un. L'intimité, telle que nous la concevons aujourd'hui, n'existait tout simplement pas. Ce concept même aurait été aussi étranger à un paysan du XIVe siècle que de s'envoler vers la lune. La maison d'une seule pièce où vous reposez abritait peut-être 8 ou 10 personnes, réparties sur 3 générations. Le père âgé de votre mari occupe la place d'honneur près du foyer, ses articulations arthritiques réclamant chaleur. Le frère célibataire dort par terre, près de la porte, prêt à défendre la maisonnée. 2 domestiques, si vous avez la chance de vous les permettre, se blottissent dans la grange avec les animaux lorsque le temps le permet. Mais pendant les mois les plus rudes, eux aussi se pressent dans cet espace à peine plus grand qu'une chambre d'appartement moderne. Pourtant, dans ce labyrinthe d'humanité, des couples mariés ont trouvé le moyen d'exprimer leur amour, de concevoir des enfants et de maintenir les liens qui unissaient les familles. Les méthodes qu'ils développèrent naquirent de la nécessité, furent perfectionnées de génération en génération et transmises par des instructions murmurées de mère en fille, de père en fils. L'architecture des maisons médiévales reflétait cette réalité. Même chez les plus riches, la grande salle servait de lieu de vie commun où toute la maisonnée se réunissait. Le seigneur et la dame pouvaient se retirer dans un solarium, une chambre privée. Mais même ces pièces abritaient souvent plusieurs membres de la famille. Des vestiges archéologiques découverts dans des manoirs anglais du XIIIe siècle révèlent que la plupart des chambres à coucher contenaient plusieurs lits, parfois séparés par de simples tapisseries suspendues ou des paravents en bois. Dans la maison paysanne, l'espace était encore plus précieux. L'unique pièce servait de cuisine, d'atelier, de salle à manger et de chambre. Le foyer était l'unique source de chaleur et de lumière, ce qui en faisait le lieu de rassemblement naturel pour toutes les activités. Le mobilier était minimal, peut-être une table démontable, quelques tabourets et les précieux lits, qui représentaient un investissement important pour la plupart des familles. Le lit lui-même était une merveille d'ingénierie médiévale, conçu non pas pour le confort, mais pour la survie. Le cadre était surélevé pour éviter les courants d'air et les rongeurs. Le matelas au terme générique désignant ce qui n'était souvent qu'un sac rempli de paille, de plumes ou de chiffons était recouvert du tissu que la famille pouvait se permettre. Les riches pouvaient avoir des draps en lin, tandis que les pauvres se contentaient de laine brute ou de chanvre. Plusieurs familles possédaient souvent un seul jeu de draps, lavé peut-être une fois par mois si l'eau était disponible. Mais les contraintes physiques n'étaient qu'une partie du défi. La société médiévale fonctionnait selon des hiérarchies sociales strictes et des codes de conduite qui régissaient tous les aspects de la vie quotidienne. L'Église enseignait que le désir sexuel était un péché, qu'il ne fallait satisfaire que dans le cadre du mariage et uniquement à des fins de procréation. Les démonstrations d'affection en public étaient désapprouvées, et les relations conjugales devaient être menées avec discrétion et pudeur. Ces contraintes morales créaient un réseau complexe de règles tacites et de communication subtile. Un couple marié pouvait manifester ses intentions par des gestes apparemment innocents, un contact prolongé lors du passage d'une coupe de bière, un regard significatif par-dessus l'âtre, ou une remarque murmurée invitant à surveiller les animaux dans la grange. Ces messages codés devaient être interprétés correctement par le destinataire, tout en restant invisibles aux yeux attentifs des parents, des frères et sœurs et des domestiques. Le timing de ces moments intimes exigeait une chorégraphie minutieuse. La plupart des foyers vivaient au rythme des saisons et des exigences de la vie agricole. Au moment des récoltes, où chacun travaillait de l'aube au crépuscule, l'épuisement prenait souvent le dessus sur le désir. L'hiver apportait ses propres défis,
le froid qui rendait le déshabillage périlleux, l'obscurité précoce qui concentrait toutes les activités en quelques précieuses heures autour du feu, et la promiscuité qui rendait chaque bruit audible pour les membres endormis de la famille. Le printemps offrait les meilleures occasions d'intimité. Avec le réchauffement climatique et l'allongement des jours, les couples pouvaient s'échapper dans les champs sous prétexte d'inspecter les cultures ou de cueillir des herbes. La forêt offrait des lieux isolés pour des rencontres clandestines, même si ces excursions comportaient des risques, bandits, animaux sauvages et la menace constante d'être découverts par des voisins susceptibles de colporter des ragots ou de signaler des comportements suspects aux autorités locales. L'été apportait son propre rythme, fait d'opportunités et de contraintes. Les longues journées de travail agricole impliquaient que les couples se retrouvaient parfois seuls dans les champs pendant la chaleur de midi, tandis que d'autres cherchaient de l'ombre. Mais la saison des récoltes amenait aussi des ouvriers supplémentaires, des ouvriers salariés, des proches des villages voisins et des travailleurs migrants, encombrant encore davantage les espaces de vie déjà exigus. Le calendrier ecclésiastique imposait des restrictions supplémentaires aux relations intimes. L'Église catholique médiévale désignait de nombreux jours de fête, de jeûne et de pénitence durant lesquels les relations conjugales étaient interdites. L'Avent, le carême et les semaines entourant les grandes fêtes religieuses étaient des périodes d'abstinence obligatoires. Même au sein du mariage, les couples étaient tenus de s'abstenir de toute activité sexuelle les mercredis, vendredis et dimanches, ne laissant que 4 jours par semaine où l'intimité était religieusement autorisée. La grossesse apportait son lot de défis et d'opportunités. La doctrine de l'Église décrétait que les relations sexuelles devaient cesser dès qu'une femme était visiblement enceinte, et la période de purification suivant l'accouchement généralement de 40 jours limitait encore davantage l'intimité. Pourtant, ces mêmes périodes de célibat forcé créaient une attente et un désir qui intensifiaient les retrouvailles. La sage-femme jouait un rôle crucial dans la gestion de ces aspects intimes de la vie conjugale. Elle était souvent la seule personne de la communauté à connaître précisément l'anatomie féminine et les cycles reproductifs. Ses conseils sur le moment, le positionnement et la contraception étaient sollicités en secret par des femmes qui n'osaient pas aborder ces sujets ouvertement. Sa présence à domicile pendant l'accouchement offrait également l'une des rares occasions de discuter franchement de l'intimité conjugale, à voix basse, tandis que le mari et les proches masculins de la femme en travail attendaient anxieusement dehors. Les enfants représentaient peut-être le plus grand défi à l'intimité conjugale. Dans la plupart des foyers médiévaux, les enfants dormaient dans la même chambre que leurs parents jusqu'à l'adolescence. Le concept de chambre séparée pour les enfants était inconnu, sauf chez les plus aisés. Les jeunes enfants ignoraient souvent les moments d'intimité de leurs parents. Mais les enfants plus âgés posaient un problème plus délicat. La solution résidait dans un système éducatif complexe et une ignorance volontaire. Les enfants apprenaient à dormir profondément, à ignorer certains bruits et mouvements, et à comprendre que certaines activités étaient réservées aux adultes. Les parents développaient des techniques pour minimiser les mouvements et maximiser le silence, menant leur vie intime dans un espace plus petit qu'un murmure. Les rideaux des lits d'église avaient de multiples fonctions, au-delà de la chaleur et de l'intimité. Ces tissus lourds, souvent l'article le plus cher d'un foyer paysan, créaient une barrière psychologique qui permettait aux couples de s'imaginer seuls, même entourés de leurs proches. Les rideaux étouffaient le bruit et bloquaient la vue, créant un cocon de relative intimité au sein de l'espace commun. Mais même dans cet espace clos, les couples devaient composer avec les difficultés physiques de la vie médiévale. Des corps sales depuis des semaines, voire des mois, des vêtements servant à la fois de tenue de jour et de nuit, et la présence constante d'insectes et de vermines faisait de l'intimité physique une affaire soigneusement orchestrée. Le luxe du bain était réservé aux occasions spéciales peut-être une fois par mois pour les riches, beaucoup moins pour les pauvres. Les rythmes saisonniers de la vie médiévale créaient des schémas naturels d'intimité. Les nuits d'hiver étaient longues et froides, faisant de la chaleur partagée du lit conjugal une nécessité pratique autant qu'un désir émotionnel. Le printemps apportait un renouveau de vie et d'énergie après les rigueurs de l'hiver. L'été offrait des occasions d'intimité en plein air, tandis que les fêtes des moissons en automne offraient de rares moments de joie et de détente en commun. Les pressions économiques influençaient également les relations intimes. En période de pénurie, les exigences physiques de la survie pouvaient prendre le pas sur les besoins émotionnels. La faim,
le froid et l'épuisement étaient de puissants freins au désir. À l'inverse, les périodes de relative prospérité suivant une bonne récolte ou une entreprise commerciale fructueuse pouvaient apporter un regain d'énergie et d'optimisme, se traduisant par des relations plus affectueuses. Le rôle de l'alcool dans l'intimité médiévale ne saurait être négligé. Dans de nombreuses régions, la bière était plus sûre que l'eau, ce qui rendait l'ivresse légère courante. Les mariages, les fêtes des moissons et les fêtes religieuses offraient aux couples l'occasion de se détendre sous l'influence de l'alcool. Bien que ces mêmes occasions amenaient souvent familles élargies et invitées dans des espaces de vie déjà surpeuplés, les migrations saisonnières médiévales offraient des possibilités supplémentaires d'intimité. Durant les mois d'été, de nombreuses familles envoyaient leur bétail paître dans des pâturages éloignés, obligeant les bergers à dormir dans les champs. Les jeunes hommes pouvaient passer des semaines à se rendre au marché ou aux foires, réduisant temporairement la population du foyer. Ces absences créaient de brèves périodes de solitude relative pour les couples mariés. Les réalités économiques de la vie médiévale imposaient à de nombreux couples de retarder leur mariage jusqu'à la vingtaine ou la trentaine, lorsqu'ils avaient accumulé suffisamment de ressources pour fonder leur propre foyer. Cette gratification différée suscitait une attente et un désir intense, qu'il fallait soigneusement gérer dans le respect des contraintes de la morale chrétienne et des attentes sociales. Les mariages arrangés étaient la norme dans toutes les classes sociales, même si le degré d'implication familiale variait. Même dans les unions arrangées, les couples étaient censés développer affection et compatibilité au fil du temps. L'intimité qui se développait dans ces relations était souvent plus profonde et plus durable que les romances passionnées célébrées dans la littérature médiévale, précisément parce qu'elle était forgée dans le creuset des difficultés partagées et de la dépendance mutuelle. Le cadre juridique du mariage médiéval conférait aux maris une autorité considérable sur le corps et le comportement de leurs épouses. Le droit canon imposait aux épouses de se soumettre aux exigences sexuelles de leur mari, tout en limitant ces exigences à une fréquence et un objectif raisonnable. Ces attentes contradictoires créaient des tensions et une ambiguïté que les couples devaient gérer en privé. La conception médiévale de la sexualité féminine était fortement influencée par les textes médicaux classiques et la théologie chrétienne. On croyait que les femmes étaient naturellement plus libidineuses que les hommes, exigeant une vigilance et un contrôle constant. Pourtant, ces mêmes textes reconnaissaient que le plaisir féminin était nécessaire à la conception, créant un réseau complexe de désirs et de culpabilité qui imprégnait les relations intimes. La pratique du « bain de ligne », où les couples en train de se fréquenter étaient autorisés à dormir dans le même lit, entièrement vêtus et parfois attachés ensemble, illustre les méthodes élaborées que la société médiévale a développées pour gérer le désir sexuel dans le respect des contraintes morales. Cette pratique, courante en Europe du Nord, permettait aux jeunes de vivre une intimité physique tout en préservant théoriquement leur virginité. La contraception, bien qu'officiellement condamnée par l'Église, était pratiquée dans toute l'Europe médiévale. Les femmes transmettaient leur savoir sur les plantes et les techniques permettant de prévenir les grossesses ou d'interrompre les grossesses précoces. Ce réseau souterrain de sagesse féminine opérait dans des conversations chuchotées entre mères et filles, sages-femmes et patientes, créant un système de connaissances parallèles qui remettait en question la doctrine religieuse officielle. Le concept médiéval d'amour courtois, popularisé dans la littérature et la chanson, a créé une vision idéalisée des relations amoureuses, peu en phase avec la réalité du mariage. Ces fantasmes littéraires ont été à la fois une source d'inspiration et un supplice pour les couples en quête d'amour malgré les contraintes de leur quotidien. L'évolution architecturale des demeures médiévales reflète l'évolution des mentalités en matière d'intimité. Le développement progressif des chambres à coucher séparées, l'ajout de cheminées permettant de chauffer plusieurs pièces et l'utilisation croissante du verre aux fenêtres ont contribué à une vie plus intime et privée. Cependant, ces améliorations restèrent limitées aux riches et s'étalèrent lentement sur plusieurs siècles. La peste noire de 1347 à 1351 a fondamentalement modifié la dynamique des foyers médiévaux. La perte massive de population a permis aux familles survivantes de disposer souvent de plus d'espace et de ressources que leurs prédécesseurs. L'impact psychologique de la mortalité massive a également modifié les mentalités envers le plaisir et l'intimité, les individus recherchant réconfort et lien face à la mortalité. Tout au long du Moyen Âge, les mouvements de réforme religieuse ont exercé une pression supplémentaire sur les relations intimes. L'essor du christianisme mystique,
avec son insistance sur le mariage spirituel et le célibat, a créé de nouveaux modèles relationnels qui ont remis en question les notions traditionnelles d'intimité conjugale. Certains couples ont tenté de vivre comme des frères et sœurs spirituels, renonçant aux relations physiques tout en préservant leurs liens affectifs. Le système des guildes qui dominait la vie urbaine médiévale a créé de nouveaux modèles d'organisation domestique. Maîtres artisans, leurs épouses, compagnons et apprentis vivaient et travaillaient souvent dans le même bâtiment, créant des hiérarchies complexes d'autorité et d'intimité. L'épouse du maître pouvait se retrouver chargée de gérer les besoins émotionnels et physiques des jeunes hommes éloignés de leur famille, tout en préservant sa propre relation conjugale. La conception médiévale du temps différait sensiblement de notre conception moderne. Sans horloge, les rythmes quotidiens étaient déterminés par le soleil, les cloches des églises et les cycles naturels du travail et du repos. Cette approche organique du temps créait des occasions d'intimité spontanée, mais rendait également difficile la planification de moments privés. Le rôle de la musique et du conte dans l'intimité médiévale ne peut être sous-estimé. Ces pratiques culturelles partagées offraient à la fois divertissement et moyens de connexion émotionnelle, tissant l'intimité au cœur même de la vie quotidienne. Dans un monde sans divertissement écrit, les couples partageaient souvent des chansons, des poèmes et des histoires pour tisser des liens affectifs. La tradition bique des ballades romantiques offrait un vocabulaire pour exprimer des sentiments qui, autrement, seraient restés muets. La cuisine médiévale, avec son foyer central et ses installations de cuisson commune, était souvent le cœur de l'intimité familiale. Les couples qui travaillaient ensemble à la préparation des repas, partageaient les saveurs et géraient la logistique complexe nécessaire pour nourrir une grande maisonnée développaient une communication silencieuse et une coordination physique qui se traduisaient dans leurs moments d'intimité. Dans une maison médiévale, le rituel du coucher était une chorégraphie complexe impliquant de nombreux membres de la famille. L'ordre dans lequel les gens se couchaient, la disposition des draps et la gestion minutieuse du feu mourant exigeaient coordination et compréhension. Dans cette routine, les couples devaient trouver des moments d'intimité sans perturber le rythme de la maison. Le concept médiéval d'hospitalité imposait aux familles d'accueillir voyageurs et invités chez elles, souvent pour des périodes prolongées. Ces visiteurs réduisaient encore davantage l'espace déjà restreint et créaient des difficultés supplémentaires pour préserver l'intimité conjugale. Les obligations d'hospitalité prenaient parfois le pas sur les besoins du couple, mettant à rude épreuve la solidité de leur relation. Les célébrations saisonnières de la vie médiévale, fêtes des moissons, fêtes religieuses et événements du cycle de vie offraient de rares occasions d'assouplir les contraintes sociales habituelles à l'échelle de la communauté. Ces célébrations étaient souvent agrémentées de danses, de beuveries et de rituels de séduction qui permettaient aux couples mariés d'exprimer leur affection plus ouvertement que d'habitude. La conception médiévale du mariage comme sacrement impliquait que les relations intimes étaient considérées comme ayant une dimension aussi bien spirituelle que physique. Ce cadre théologique offrait aux couples un langage pour discuter de leurs relations, transcendant la simple attirance physique, ouvrant la voie à une connexion émotionnelle plus profonde. La pratique des pèlerinages offrait aux couples médiévaux des occasions uniques d'intimité et de respect de l'intimité. Le voyage vers les lieux saints exigeait souvent des semaines, voire des mois, durant lesquels les couples pouvaient bénéficier d'une certaine liberté, loin de la surveillance familiale et communautaire, ce qui leur était impossible au quotidien. Les difficultés partagées et les expériences spirituelles du pèlerinage renforçaient souvent les liens conjugaux. Le traitement des violences conjugales et du viol conjugal par les systèmes juridiques médiévaux révèle la complexité des dynamiques de pouvoir au sein des relations intimes. Si les épouses étaient censées se soumettre à leur mari, des limites étaient reconnues aux comportements acceptables. Le rôle de la communauté dans le maintien de ces limites créait une pression supplémentaire sur les couples pour préserver l'apparence de relations harmonieuses. La conception médiévale des maladies mentales et des troubles émotionnels a eu des répercussions importantes sur les relations intimes. Des états que nous pourrions qualifier de dépression, d'anxiété ou de traumatisme étaient souvent attribués à des causes spirituelles ou à des déséquilibres des humeurs corporelles. Les couples confrontés à ces difficultés devaient les surmonter sans recours aux thérapies modernes ni aux médicaments. Le rôle de la famille élargie dans les foyers médiévaux créait des réseaux complexes d'alliances et d'obligations qui influençaient les relations intimes. La relation de l'épouse avec sa belle-mère,
Les responsabilités du mari envers ses frères et sœurs et la présence de parents célibataires façonnaient tous la dynamique de l'intimité conjugale. La pratique médiévale du placement familial qui consistait à envoyer les enfants grandir dans d'autres foyers créait des complications supplémentaires pour l'intimité parentale. Les parents devaient concilier leurs besoins affectifs avec les exigences pratiques de l'éducation et de l'épanouissement de leurs enfants, prenant souvent des décisions douloureuses quant à la séparation et aux retrouvailles. L'importance économique du mariage dans la société médiévale signifiait que les relations intimes s'inscrivaient toujours dans des réseaux plus vastes de propriété, d'héritage et d'obligations sociales. Les couples devaient concilier leurs désirs personnels avec les attentes familiales et les normes communautaires. La conception médiévale du corps et de ses fonctions a influencé les relations intimes d'une manière difficile à appréhender pour les contemporains. Le manque d'intimité pour les fonctions corporelles essentielles, le caractère collectif des pratiques d'hygiène et les différences de normes de pudeur ont façonné la manière dont les couples vivaient l'intimité physique. Le rôle des parrains et marraines et les relations spirituelles dans la société médiévale créaient des niveaux supplémentaires d'obligations sociales qui influençaient les relations intimes. Ces liens quasi-familiaux élargissaient le réseau de personnes susceptibles d'avoir un intérêt légitime dans la vie privée d'un couple. La pratique médiévale de la musique brutale ou une humiliation publique organisée par la communauté pour les couples qui violaient les normes sociales créait de puissantes incitations à maintenir l'apparence d'un comportement conjugal convenable. Ce système de surveillance communautaire signifiait que les relations intimes n'étaient jamais véritablement privées, même au sein du foyer. Les rythmes saisonniers de la vie religieuse médiévale créaient des schémas naturels d'intimité et d'abstinence que les couples devaient gérer. L'enseignement de l'Église selon lequel certaines périodes étaient plus propices aux relations conjugales créait un calendrier complexe d'obligations spirituelles et physiques. La conception médiévale de la conception et de la grossesse influençait les relations intimes d'une manière qui reflétait à la fois l'ignorance scientifique et les convictions théologiques. La croyance selon laquelle les pensées et les expériences maternelles pouvaient influencer l'enfant à naître exerçait une pression supplémentaire sur les femmes enceintes et leurs maris. La pratique de l'allaitement chez les riches créait des difficultés particulières en matière d'intimité conjugale. La décision d'envoyer un enfant chez une nourrice était souvent motivée par le désir de reprendre plus rapidement les relations conjugales, mais elle créait aussi des complications émotionnelles et des obligations sociales qui affectaient la vie privée du couple. La conception médiévale du deuil a profondément influencé les relations intimes. Les taux élevés de mortalité infantile et juvénile obligeaient souvent les couples à gérer les conséquences émotionnelles de la perte tout en préservant leurs liens physiques et affectifs. Le rôle des domestiques dans les foyers médiévaux crée une dynamique complexe d'autorité et d'intimité. La présence de domestiques susceptibles d'être témoins de moments privés, la nécessité de maintenir des limites appropriées avec les jeunes domestiques et les difficultés pratiques de la gestion des tâches ménagères étaient autant d'éléments qui influençaient la manière dont les couples vivaient leur vie privée. La pratique médiévale du remariage arrangé après le décès du conjoint créait des défis uniques pour le développement de nouvelles relations intimes. Les veuves et les veufs devaient gérer les complexités émotionnelles liées à la création de nouveaux liens tout en honorant la mémoire de leur partenaire décédé. Enfin, la conception médiévale du péché et de la rédemption a influencé les relations intimes, créant à la fois contraintes et possibilités. Les couples s'appuyaient sur ce cadre pour trouver espoir et sens à leur vie, même au sein des contraintes de leur monde. La croyance selon laquelle l'intimité conjugale pouvait être sanctifiée par une intention et un comportement approprié a fourni au couple un cadre théologique pour comprendre leurs relations physiques. Le rôle de la confession dans la vie spirituelle médiévale impliquait que les relations intimes étaient soumises à l'examen et à la direction du clergé. L'obligation de confesser ses péchés sexuels à un prêtre imposait au couple une pression supplémentaire pour se conformer aux exigences religieuses tout en préservant leur intimité. La pratique médiévale de l'amitié spirituelle ou des liens affectifs intenses entre personnes de même sexe créait une dynamique complexe au sein des foyers, influençant les relations conjugales. Ces amitiés offraient des exutoires émotionnels qui complétaient, voire rivalisaient, les liens conjugaux. La conception médiévale de l'honneur et de la réputation influençait les relations intimes bien au-delà de la sphère privée. La capacité d'un couple à maintenir une apparence de comportement conjugal convenable était essentielle à son statut social et à ses perspectives économiques. Les rythmes saisonniers des guerres médiévales créaient des défis uniques pour le maintien des relations intimes. Le départ des hommes en campagne,
l'arrivée de soldats en quête d'abri et la menace constante de violence étaient autant de facteurs qui influençaient la vie privée des couples. La pratique médiévale de l'apprentissage et du service a engendré une dynamique familiale complexe qui a influencé les relations intimes. La présence de jeunes issus d'autres familles, les responsabilités des maîtres et maîtresses envers leurs enfants, et les complications émotionnelles des relations quasi-parentales ont façonné le contexte de l'intimité conjugale. La conception médiévale de la vieillesse et de ses effets sur les relations intimes reflétait à la fois des réalités pratiques et des attentes culturelles. La croyance selon laquelle le désir sexuel diminuait naturellement avec l'âge offrait au couple un cadre pour comprendre l'évolution de leurs relations physiques au fil du temps. Le rôle de la magie et des croyances populaires dans la culture médiévale a influencé les relations intimes d'une manière souvent en contradiction avec l'enseignement religieux officiel. L'utilisation de filtres d'amour, de charmes de fertilité et d'amulettes protectrices a créé des cadres alternatifs pour comprendre et gérer l'intimité conjugale. La pratique médiévale du pèlerinage offrait des occasions uniques d'intimité spirituelle et physique. L'expérience partagée de la dévotion religieuse, la libération temporaire des contraintes sociales et les exigences physiques du voyage étaient autant d'éléments qui influençaient les relations des couples durant ces voyages. La compréhension médiévale des rêves et de leur signification a influencé les relations intimes d'une manière qui reflétait à la fois une vision psychologique et une conviction théologique. La croyance selon laquelle les rêves pouvaient révéler la volonté divine ou une tentation démoniaque a enrichi les expériences intimes des couples. Les célébrations saisonnières de la vie médiévale offraient de rares occasions d'assouplir les contraintes sociales habituelles au sein de la communauté. Ces fêtes comportaient souvent des rituels de séduction, des danses et des beuveries qui permettaient aux couples mariés d'exprimer leur affection plus ouvertement que d'habitude. La pratique médiévale de la dot et du prix de la mariée a créé un cadre économique pour les relations intimes, influençant la façon dont les couples percevaient leurs obligations mutuelles. L'échange de biens et de ressources lors du mariage créait des liens pratiques qui complétaient les liens affectifs. Dans la société médiévale, le rôle des sages-femmes s'étendait bien au-delà de l'accouchement et incluait des conseils sur les relations intimes. Ces femmes servaient souvent de conseillères confidentielles aux couples mariés, leur prodiguant des conseils pratiques sur la contraception, les techniques sexuelles et l'harmonie conjugale. La conception médiévale du lien entre santé physique et spirituelle a influencé les relations intimes de manière complexe. La croyance selon laquelle le comportement sexuel pouvait affecter à la fois la santé physique et le bien-être spirituel a suscité des considérations supplémentaires pour les couples naviguant dans leur vie privée. La pratique du couchage en commun dans les foyers médiévaux posait des défis uniques pour préserver l'intimité conjugale. La nécessité de partager le lit avec les enfants, les proches et les domestiques exigeait des couples qu'ils développent des systèmes de communication subtils et une discrétion exceptionnelle. La conception médiévale de la sexualité féminine reflétait à la fois l'ignorance médicale et les convictions théologiques. La croyance selon laquelle les femmes étaient naturellement plus libidineuses que les hommes créait des attentes contradictoires que les couples devaient gérer dans leurs relations privées. Le rôle des ragots et de la surveillance communautaire dans la société médiévale signifiait que les relations intimes étaient toujours soumises à l'examen public. La nécessité de préserver sa réputation et son statut social imposait au couple une pression supplémentaire pour se conformer aux attentes de la communauté. La pratique médiévale du mariage à l'essai cohabitation avant les cérémonies de mariage officielles offrait aux couples des occasions uniques de développer des relations intimes tout en conservant une certaine acceptabilité sociale. Ces arrangements duraient souvent des années avant l'échange des vœux de mariage. Les rythmes saisonniers de la vie agricole médiévale créaient des schémas naturels d'intimité reflétant les cycles de travail et de repos. Le travail intense des récoltes, le repos relatif de l'hiver et le renouveau du printemps influençaient tous la façon dont les couples vivaient leurs relations privées. La conception médiévale de la conception et de la grossesse a influencé les relations intimes, reflétant à la fois l'ignorance scientifique et les attentes culturelles. La croyance selon laquelle la conception nécessitait le plaisir féminin a créé des pressions et des opportunités uniques pour les couples qui géraient leurs relations physiques. Le rôle de la famille élargie dans les foyers médiévaux créait des réseaux complexes d'obligations et d'affections qui influençaient les relations intimes. La présence des parents, des frères et sœurs et d'autres proches obligeait les couples à concilier leurs besoins privés et leurs responsabilités familiales.
La pratique médiévale du placement familial et de l'apprentissage créait des défis uniques pour le maintien des liens familiaux et des relations intimes. La nécessité d'envoyer les enfants à l'étranger pour leur éducation et leur formation séparait souvent les couples de leurs enfants pendant de longues périodes. Les rythmes saisonniers des pratiques religieuses médiévales créaient des rythmes naturels d'intimité et d'abstinence que les couples devaient gérer. La désignation par l'Église de certaines périodes comme inappropriées aux relations conjugales exigeait un timing précis et une maîtrise de soi. La conception médiévale du corps et de ses fonctions a influencé les relations intimes d'une manière difficile à appréhender pour les contemporains. Le manque d'intimité pour les fonctions corporelles essentielles et le caractère collectif des pratiques d'hygiène ont créé des défis uniques pour le maintien des liens amoureux. Le rôle de la musique et du récit dans la culture médiévale a fourni aux couples des langages d'expression de l'affection qui transcendaient les contraintes de la vie quotidienne. La riche tradition des ballades romantiques et la pratique de l'amour courtois ont créé des cadres idéalisés pour comprendre les relations intimes. La pratique médiévale du mariage arrangé posait des défis uniques pour le développement de relations intimes au sein de cadres sociaux prédéterminés. Les couples devaient concilier leurs désirs personnels avec les attentes familiales et les normes communautaires. Les célébrations saisonnières de la vie médiévale offraient de rares occasions d'assouplir les contraintes sociales habituelles. Ces fêtes étaient souvent rythmées par des danses, des beuveries et des rituels de séduction qui permettaient aux couples mariés d'exprimer plus ouvertement leur affection. La conception médiévale du péché et de la rédemption a influencé les relations intimes, créant à la fois contraintes et possibilités. La croyance selon laquelle l'intimité conjugale pouvait être sanctifiée par une intention et un comportement approprié a fourni aux couples un cadre théologique pour comprendre leurs relations physiques. Ainsi, tandis que le feu s'éteint dans ce cottage du Yorkshire en 1347, et que le vent continue de hurler à travers les murs de bois, vous et votre mari trouvez des façons de vous aimer qui transcendent l'exiguïté et les regards indiscrets. Votre intimité ne se mesure pas en heures d'intimité volée, mais à la douce pression des doigts entrelacés sous la laine rugueuse, au souffle partagé qui se mêle à l'air froid, à la compréhension tacite que cet instant aussi bref et aussi observé soit-il n'appartient qu'à vous. Le monde médiéval enseignait à ses habitants que l'amour, comme la survie, exigeait de l'ingéniosité, de la patience et l'acceptation de limites qui paraîtraient insurmontables aux sensibilités modernes. Pourtant, malgré ces contraintes, les couples trouvaient le moyen de cultiver leur affection, de fonder une famille et de tisser des liens qui les soutenaient dans des vies aux épreuves inimaginables. Leur intimité n'était pas la grande passion de la littérature romantique, mais quelque chose de bien plus précieux, une flamme silencieuse qui brûlait sans cesse à travers les longues nuits d'un monde où l'intimité était un luxe que peu de gens pouvaient se permettre, et où l'amour était un choix fait chaque jour en présence de témoins qui comprenaient que certains secrets étaient destinés à être gardés. Certains moments étaient faits pour être partagés, et certains liens étaient suffisamment forts pour survivre à tout ce que le monde pouvait imaginer pour les mettre à l'épreuve. Les techniques qu'ils ont développées, les compromis qu'ils ont faits et l'amour qu'ils ont créé en marge de la vie communautaire ne racontent qu'une partie de cette histoire. Pour vraiment comprendre comment les couples médiévaux géraient l'intimité, nous devons approfondir les stratégies spécifiques qu'ils employaient, les codes tacites selon lesquels ils vivaient et les efforts extraordinaires qu'ils déployaient pour préserver quelque chose de sacré dans un monde qui n'offrait aucun sanctuaire. Considérez le langage de l'intimité médiévale, non pas les mots prononcés, mais le système élaboré de gestes, de regards et de communication subtile qui permettait aux couples de maintenir leur lien sous une surveillance constante. Une épouse pouvait effleurer la main de son mari en lui passant du pain, maintenant le contact un instant plus longtemps que nécessaire. Il pouvait réagir en ajustant sa position sur le banc commun, créant le plus petit espace possible entre leurs corps tout en préservant l'apparence de la bienséance. Ces micro-communications se sont développées au fil des années de pratique et de nécessité. Marguerite déclarée, épouse d'un petit noble de Gaster au XIVe siècle, a laissé derrière elle un recueil de lettres qui révèlent la complexité de la communication conjugale. Dans une lettre à sa sœur en 1356, elle décrit comment elle et son mari ont développé un système de phrases codées qui leur permettait de discuter de sujets intimes, même en présence de leur famille. Une remarque sur la nécessité de vérifier les réserves de grains témoignait d'un désir d'intimité, tandis qu'une observation sur le faible feu indiquait que les activités de la soirée devaient être reportées. L'architecture des maisons médiévales a été adaptée pour favoriser ces communications secrètes.
Les lits étaient souvent positionnés de manière à permettre un contact visuel subtil à travers la pièce tout en maintenant une distance sociale adéquate. La disposition des biens les plus précieux de la famille ou icônes religieuses, tapisseries héritées ou croix en bois sculptées ou créaient des points de convergence naturels pouvant servir de point de référence pour une communication silencieuse. L'art des préliminaires médiévaux était nécessairement différent des concepts modernes de préparation amoureuse. La préparation physique à l'intimité devait commencer des heures avant la rencontre, par une série d'interactions de plus en plus intimes, mais toujours acceptables en public. Un mari pouvait aider sa femme dans des tâches nécessitant une proximité étroite, ajuster son couvre-chef, l'aider à soulever des objets lourds ou partager la même tasse pendant les repas. Ces moments de contact physique légitime servaient à créer de l'anticipation et des liens, tout en préservant l'acceptabilité sociale. Le rôle de la pratique religieuse dans ce processus ne saurait être surestimé. Les prières du soir, dirigées par le chef de famille, offraient au couple l'une des rares occasions de s'agenouiller côte à côte. Leurs voix s'unissaient en des mots familiers tandis que leurs corps partageaient le même espace restreint. Le rythme de la prière partagée créait un sentiment d'unité et d'intimité qui transcendait les contraintes physiques de leur situation. Les rythmes saisonniers de la vie médiévale créaient des schémas naturels d'intimité que les couples apprenaient à anticiper et à exploiter. Le printemps apportait non seulement le renouveau agricole, mais aussi l'occasion pour les couples de travailler ensemble au champ, leurs corps bougeant en harmonie pour semer les graines ou s'occuper des jeunes cultures. Les exigences physiques de ce travail créaient des motifs légitimes de contact étroit, de respiration haletante et de retrait des vêtements extérieurs à mesure que la journée se réchauffait. L'été offrait la possibilité alléchante de profiter de l'intimité en plein air, mais apportait aussi son lot de défis. Avec l'allongement des journées, la véritable obscurité traditionnellement réservée aux activités intimes arrivait plus tard et durait moins longtemps. Les couples devaient apprendre à trouver l'intimité au crépuscule, lorsque la maisonnée s'endormait, mais que l'obscurité totale n'était pas encore tombée. La saison des récoltes a créé un ensemble unique d'opportunités et d'obstacles. Les exigences physiques intenses de la cueillette laissaient souvent les couples trop épuisés pour nouer des liens intimes. Mais le caractère communautaire des travaux de récolte a également donné l'occasion aux couples de s'éloigner du groupe principal sous prétexte d'explorer des champs éloignés ou de cueillir des cultures spécifiques poussant dans des endroits plus isolés. L'intimité hivernale était peut-être la plus difficile à gérer. Le froid, qui rendait le déshabillage dangereux, rendait également la chaleur partagée du lit conjugal indispensable. Les couples apprenaient à trouver du plaisir dans le simple fait de partager la chaleur corporelle, leur intimité étant limitée par les multiples couches de vêtements qui servaient de protection contre le froid glacial. La conception médiévale du temps jouait un rôle crucial dans ces relations intimes. Sans horloge mécanique, le rythme de la vie quotidienne était rythmé par le soleil, les cloches des églises et les cycles naturels du travail et du repos. Cette approche organique du temps empêchait les couples de planifier avec précision leurs moments intimes, mais elle créait aussi des occasions de connexion spontanée. Lorsque les circonstances s'alignaient de manière inattendue, le son des cloches de l'église, qui marquait les heures, servait également de moyen de communication pour les relations intimes. La cloche des seigneurs à l'aube signalait le début de la journée de travail et la fin de l'intimité de la nuit. La cloche des vêpres, le soir, marquait l'approche du moment où les activités intimes pourraient être possibles. Les couples apprenaient à interpréter ces signaux oraux comme faisant partie de la chorégraphie complexe de leur vie privée. La pratique médiévale des bains collectifs offrait des occasions uniques d'intimité conjugale. Si les bains par immersion totale étaient un luxe rare, le rituel hebdomadaire du lavage du visage et des mains offrait aux couples des raisons légitimes de se traiter mutuellement avec soin et attention. Aider un conjoint à se laver les cheveux ou à nettoyer les zones difficiles d'accès devenait une forme de service intime, à la fois pratique et émotionnellement riche. La préparation des repas offrait un autre moyen de créer des liens intimes. Dans un monde où la faim était une menace constante, le partage de mets préparés avec soin devint une forme de langage amoureux. Une épouse pouvait réserver les meilleures portions de viande à son mari, ou un mari pouvait surprendre sa femme avec du miel ou d'autres mets rares obtenus par le commerce. Ces expressions d'affection culinaire étaient à la fois acceptables en public et significatives en privé. La compréhension médiévale de l'odeur et de son rôle dans l'attraction a créé des couches supplémentaires de communication intime.
Dans un monde où les bains étaient rares et les déodorants inconnus, les couples ont appris à reconnaître et à trouver du réconfort dans l'odeur naturelle de l'autre. Le partage des vêtements, de la literie et des effets personnels créait une intimité sensorielle qui unissait les couples, même lorsque le contact physique était impossible. Le rôle du toucher dans les mariages médiévaux dépassait largement le simple contact sexuel. Le simple fait de se toiletter, d'éliminer les poux des cheveux, de soigner les blessures ou d'appliquer des remèdes à base de plantes offrait aux couples des occasions de tendresse, à la fois nécessaires et intimes. Ces gestes de tendresse étaient souvent accomplis en présence des autres membres de la famille, ce qui les rendait acceptables en public tout en étant significatifs en privé. La conception médiévale de la fertilité et de la conception influençait les relations intimes, créant à la fois pression et opportunité. La croyance selon laquelle la conception exigeait le plaisir féminin incitait les maris à assurer la satisfaction de leur épouse. Mais elle créait aussi une pression à agir dans des conditions loin d'être idéales. Le moment des rapports intimes devait souvent être coordonné avec le cycle menstruel de la femme, ajoutant une complexité supplémentaire à une situation déjà complexe. La pratique de la contraception médiévale, bien qu'officiellement condamnée par l'Église, a créé des réseaux clandestins de savoir et d'entraide entre femmes mariées. Le partage de remèdes à base de plantes, de stratégies de planification et d'autres techniques de prévention des grossesses se faisait à voix basse entre amis et parents de confiance. Ce réseau de savoir clandestin offrait aux couples un certain contrôle sur leur vie reproductive, même dans le cadre des contraintes de la doctrine religieuse. La compréhension médiévale des rêves et de leur signification influençait les relations intimes d'une manière qui reflétait à la fois une compréhension psychologique et une conviction théologique. On croyait que les rêves révélaient la volonté divine, les tentations démoniaques ou les désirs cachés du cœur. Les couples partageaient souvent leurs rêves, créant une forme d'intimité qui transcendait les limites physiques de leur quotidien. Le rôle du conte dans la culture médiévale offrait aux couples un autre moyen de créer des liens intimes. Le partage de récits, qu'il s'agisse de paraboles religieuses, de ballades romantiques ou d'histoires familiales, offrait aux couples l'occasion d'exprimer leurs valeurs, leurs peurs et leurs espoirs par des moyens parfois difficiles à communiquer directement. Écouter la voix de son partenaire bien-aimé dans l'obscurité, même entouré de membres de la famille endormis, créait une forme d'intimité auditive à la fois intime et profonde. La pratique médiévale du pèlerinage offrait aux couples mariés des occasions uniques d'intimité, inaccessibles dans leur quotidien. Le voyage vers les lieux saints exigeait souvent des semaines, voire des mois, durant lesquels les couples pouvaient bénéficier d'une liberté inimaginable, loin de la surveillance familiale et communautaire. Les difficultés partagées du voyage, dormir à la belle étoile, parcourir de longues distances, affronter les dangers ensemble créaient des liens de dépendance mutuelle et une expérience partagée qui approfondissait leur intimité. Les exigences physiques du pèlerinage créaient également des raisons légitimes pour les couples de prendre soin de leur corps, ce qui serait inapproprié dans leur communauté d'origine. Le traitement des ampoules aux pieds, le partage de nourriture et d'eau limitée, et la nécessité de réconforter en cas de maladie ou de blessure étaient autant d'occasions de service et de soins intimes. La dimension spirituelle du pèlerinage ajoutait une dimension supplémentaire à ces expériences. La croyance que le voyage lui-même était une forme de pénitence et de purification spirituelle permettait aux couples d'aborder leur relation physique avec un sens religieux et une bénédiction divine. L'accomplissement du but du pèlerinage, atteindre le lieu saint, était souvent célébré par des expressions de joie et de gratitude, incluant l'intimité physique. La conception médiévale du mariage comme sacrement impliquait que les relations intimes étaient considérées comme ayant une dimension à la fois spirituelle et physique. Ce cadre théologique offrait aux couples un vocabulaire pour discuter de leurs relations qui transcendait la simple attirance physique. La croyance que l'amour conjugal était le reflet de l'amour divin ouvrait la voie à une connexion émotionnelle et spirituelle plus profonde. La pratique de la direction spirituelle où les couples mariés consultaient des conseillers religieux a créé des canaux formels pour discuter des relations intimes dans un cadre religieux. Bien que ces conversations aient souvent été menées séparément entre mari et femme, elles offraient aux couples un vocabulaire et une compréhension commun de la signification spirituelle de leurs relations physiques. La conception médiévale du corps comme temple du Saint-Esprit a engendré des attitudes complexes envers l'intimité physique. La croyance en son caractère sacré impliquait que les relations intimes devaient être vécues avec révérence et respect,
mais elles suscitaient également une anxiété quant au risque de plaisir coupable. Les couples devaient naviguer dans ces complexités théologiques tout en préservant leurs liens physiques et émotionnels. Le rôle de la confession dans la vie spirituelle médiévale impliquait que les relations intimes étaient soumises à l'examen et à la direction du clergé. L'obligation de confesser ses péchés sexuels à un prêtre imposait au couple une pression supplémentaire pour se conformer aux exigences religieuses. Mais elle leur offrait également l'occasion de recevoir des conseils et l'absolution pour leur lutte contre le désir et la tentation. La pratique médiévale de l'amitié spirituelle créait une dynamique complexe au sein des foyers, qui influençait les relations conjugales. Ces liens émotionnels intenses entre personnes de même sexe offraient des possibilités de connexion intellectuelle et spirituelle, complétant ainsi les relations conjugales. L'équilibre entre amitié spirituelle et intimité conjugale exigeait une gestion rigoureuse afin d'éviter la jalousie ou le scandale social. Les rythmes saisonniers des pratiques religieuses médiévales créaient des rythmes naturels d'intimité et d'abstinence que les couples devaient apprendre à gérer. L'Église ayant désigné l'Avent, le carême et d'autres périodes comme inappropriées aux relations conjugales, les couples devaient développer des stratégies pour maintenir le lien affectif pendant les périodes de séparation physique. La conception médiévale de la souffrance comme voie de croissance spirituelle a influencé la façon dont les couples abordaient les difficultés des relations intimes. La conviction que les épreuves pouvaient conduire à une meilleure compréhension spirituelle impliquait que les couples pouvaient interpréter leurs difficultés d'intimité comme des opportunités de développement spirituel plutôt que comme de simples problèmes à résoudre. La pratique du mysticisme médiéval a créé des modèles alternatifs de relations intimes qui ont remis en question les conceptions conventionnelles du mariage. L'exemple des mariages spirituels où les couples renonçaient aux relations physiques tout en préservant des liens affectifs a fourni à certains couples des cadres pour comprendre leurs relations en termes purement spirituels. Le rôle de la famille élargie dans les foyers médiévaux créait des réseaux complexes d'obligations et d'affections qui influençaient les relations intimes. La présence des parents, des frères et sœurs et d'autres proches obligeait les couples à concilier leurs besoins privés avec les responsabilités et les attentes familiales. La pratique médiévale du placement familial, qui consistait à confier les enfants à d'autres familles pour leur éducation et leur formation, créait des difficultés supplémentaires pour le maintien des liens familiaux et des relations intimes. La décision d'envoyer un enfant ailleurs était souvent motivée par des considérations économiques ou sociales, mais elle offrait également aux couples l'occasion de redécouvrir leurs relations sans la présence constante des enfants. Les migrations saisonnières de la vie médiévale créaient des opportunités supplémentaires d'intimité et de vie privée. Le déplacement du bétail vers les pâturages d'été, les déplacements nécessaires au commerce et aux échanges commerciaux, ainsi que les exigences saisonnières des différents types de travail entraînaient des changements temporaires dans la composition du foyer que les couples apprenaient à anticiper et à exploiter. La conception médiévale de l'hospitalité imposait aux familles d'accueillir voyageurs et invités chez elles, souvent pour de longues périodes. Ces obligations créaient des difficultés supplémentaires pour préserver l'intimité conjugale, mais elles offraient également aux couples l'occasion de démontrer leur unité et leur partenariat dans la gestion des responsabilités domestiques. La pratique des divertissements médiévaux musique, danse, contes et jeux offrait aux couples des occasions d'interaction ludique, à la fois acceptables en public et significatives en privé. Les rires et la joie partagés lors de ces activités créaient des liens affectifs qui renforçaient les relations intimes. La conception médiévale des rôles de genre a influencé les relations intimes, créant à la fois contraintes et opportunités. L'attente de soumission des épouses à leur mari a créé des déséquilibres de pouvoir qui ont affecté les relations intimes, mais elle a également fourni des cadres clairs pour comprendre les obligations et les attentes mutuelles. La pratique des fréquentations médiévales, même dans le cadre de mariages arrangés, offrait aux couples l'occasion de développer des liens affectifs avant et après leur mariage. L'échange de cadeaux, le partage des repas et l'intensification progressive des contacts physiques offraient aux couples des moyens de construire une intimité dans un cadre socialement acceptable. La conception médiévale de l'amour, perçue comme une vertu à cultiver plutôt que comme un simple sentiment à éprouver, a influencé la façon dont les couples abordaient leurs relations intimes. La conviction que l'amour pouvait se développer par la pratique et l'intention signifiait que les couples pouvaient s'efforcer de renforcer leurs liens, même lorsque les circonstances rendaient difficile l'expression spontanée. Le rôle des femmes médiévales dans la gestion des finances domestiques a créé des opportunités de partenariat intime qui transcendaient la simple attirance physique.
la responsabilité partagée de la gestion des ressources, de la planification de l'avenir et du bien-être familial a créé des liens de dépendance et de respect mutuel qui ont renforcé les relations intimes. La pratique de la médecine médiévale offrait des occasions uniques de soins et de connexion intime. Le traitement des maladies et des blessures exigeait souvent des couples qui prennent soin de leur corps de manière à la fois nécessaire et intime. La connaissance des plantes médicinales, l'application des traitements et le réconfort apporté aux souffrances étaient autant d'occasions de tendres liens physiques. La conception médiévale de la mort et de son inéluctabilité a influencé les relations intimes, créant à la fois urgence et acceptation. La présence constante de la mortalité imposait aux couples de trouver des moyens d'exprimer leur amour et leur engagement malgré les contraintes d'une espérance de vie incertaine et de circonstances imprévisibles. La pratique des rites funéraires médiévaux offrait aux couples des occasions formelles d'exprimer leur chagrin et leur amour de manière à la fois acceptable en public et significative en privé. Les rituels de deuil, le partage des souvenirs et le réconfort apporté pendant le deuil créaient des liens intimes lors de moments de perte profonde. La conception médiévale de la résurrection et de la vie éternelle a influencé les relations intimes en fournissant aux couples des cadres permettant de comprendre leurs liens comme transcendant les limites terrestres. La croyance selon laquelle le mariage était une institution temporaire, transformée dans l'au-delà, a engendré des attitudes complexes quant à l'importance et à la signification des relations intimes. Le rôle des guildes et des associations professionnelles médiévales créait des obligations sociales supplémentaires qui influençaient les relations intimes. La participation aux activités de la guilde, l'entretien des relations professionnelles et le respect des normes du métier exigeaient des couples qu'ils concilient leurs besoins privés et leurs responsabilités publiques. La pratique de l'apprentissage médiéval créait une dynamique familiale unique qui influençait les relations intimes. La présence de jeunes issus d'autres familles, les responsabilités des maîtres et maîtresses envers leurs enfants et les complications émotionnelles des relations quasi-parentales façonnaient le contexte de l'intimité conjugale. Les rythmes saisonniers des guerres médiévales créaient des difficultés pour entretenir des relations intimes qui allaient bien au-delà de la simple séparation physique. Le départ des hommes en campagne, l'arrivée de soldats en quête d'abri et la menace constante de violence étaient autant de facteurs qui influençaient la vie privée des couples. La conception médiévale de l'honneur et de la réputation influençait les relations intimes bien au-delà de la sphère privée. La nécessité de maintenir un statut social, d'éviter le scandale et de protéger l'honneur familial imposait aux couples une pression supplémentaire, les obligeant à se conformer aux attentes de la communauté tout en préservant leurs liens privés. La pratique du commerce médiéval offrait aux couples l'occasion de collaborer de manière à renforcer leurs relations intimes. La gestion des boutiques, la participation au marché et le développement des relations avec la clientèle exigeaient des couples qu'ils fonctionnent à la fois comme partenaires économiques et amoureux. La conception médiévale de l'éducation et son importance pour l'épanouissement de la famille créaient des défis supplémentaires pour les relations intimes. La décision d'investir dans l'éducation des enfants, le choix des tuteurs ou des écoles, et la gestion des dépenses éducatives obligeaient les couples à concilier leurs besoins privés et leurs responsabilités familiales. Le rôle du droit médiéval dans la gouvernance des relations intimes a créé des cadres formels pour la compréhension des obligations et des droits conjugaux. Les exigences légales en matière de consentement, la réglementation du divorce et de l'annulation, ainsi que l'application des droits de propriété ont tous influencé la façon dont les couples concevaient leurs relations et leurs obligations mutuelles. La pratique de la fiscalité médiévale a engendré des pressions économiques supplémentaires qui ont influencé les relations intimes. La nécessité de payer les impôts, la dîme et d'autres obligations imposaient aux couples de collaborer pour gérer leurs ressources et planifier leurs obligations financières. La conception médiévale de la mobilité sociale et de ses possibilités a influencé les relations intimes en créant des objectifs et des aspirations partagées. L'espoir d'avancement, la quête d'opportunités et la gestion des relations sociales exigeaient des couples qu'ils agissent comme des partenaires stratégiques, en plus de leurs relations amoureuses. Le rôle de la technologie médiévale dans la vie quotidienne a permis aux couples de collaborer de manière à renforcer leurs relations intimes. La gestion des outils agricoles, l'entretien des équipements ménagers et l'adaptation aux changements technologiques exigeaient des couples qu'ils agissent à la fois comme partenaires pratiques et comme compagnons affectifs. La pratique de la tenue des registres médiévaux a permis de documenter formellement les relations intimes, offrant aux historiens modernes un aperçu de la vie quotidienne des couples médiévaux. La conservation des contrats de mariage,
des conventions de propriété et des lettres personnelles contribuent à notre compréhension de la manière dont les couples médiévaux géraient leurs relations intimes. Les célébrations saisonnières de la vie médiévale offraient de rares occasions d'assouplir les contraintes sociales habituelles. Ces fêtes étaient souvent rythmées par des danses, des beuveries et des rituels de séduction qui permettaient aux couples mariés d'exprimer leur affection plus ouvertement que d'habitude. La compréhension médiévale de la musique et de son rôle dans l'expression des émotions a fourni aux couples des langages supplémentaires pour la communication intime. Le partage de chansons, la participation à des spectacles musicaux et l'utilisation d'instruments de musique ont créé des occasions pour les couples de se connecter à des niveaux émotionnels transcendant les limites du langage parlé. La pratique épistolaire médiévale, pour ceux qui savaient lire et écrire, offrait des possibilités de communication intime qui pouvaient transcender la séparation physique. L'échange de messages écrits, la conservation de la correspondance et le développement de codes et de références privées offraient aux couples des moyens de maintenir leurs liens même lorsque les circonstances les séparaient. La compréhension médiévale de l'astronomie et de son influence sur les relations humaines a créé des cadres supplémentaires pour comprendre les relations intimes. La croyance selon laquelle les mouvements célestes influençaient le comportement et les émotions humaines fournissait aux couples des explications sur les rythmes et les changements de leurs relations, allant au-delà des simples préférences personnelles. Le rôle des superstitions et des croyances populaires médiévales dans la vie quotidienne a enrichi les relations intimes de signification et de rituels. Ces croyances, des charmes contre la stérilité au présage de bonne fortune, ont façonné la façon dont les couples percevaient et géraient leurs liens intimes. L'utilisation de charmes, l'observation des jours chanceux et malchanceux et la pratique de rituels protecteurs ont tous fourni aux couples des moyens de comprendre et d'influencer leur connexion intime. La pratique médiévale des cadeaux offrait aux couples l'occasion d'exprimer leur affection de manière à la fois acceptable en public et significative en privé. L'échange d'objets personnels, la création d'objets artisanaux et l'offre de mets ou de friandises étaient autant de langages d'amour qui pouvaient s'exprimer dans le respect des attentes sociales médiévales. La compréhension médiévale de la mémoire et de son importance pour le maintien des relations a créé des pressions et des opportunités supplémentaires pour créer des liens intimes. Le besoin de se souvenir des dates importantes, des expériences partagées et des obligations mutuelles imposaient aux couples de maintenir un engagement actif envers leur histoire relationnelle et leur identité commune. Le conte a permis aux couples de créer des récits communs sur leurs relations, renforçant ainsi leurs liens intimes. Le développement de blagues privées, le partage d'histoires familiales et la création d'une mythologie commune ont permis aux partenaires de comprendre le caractère unique et spécial de leurs relations. Les rythmes saisonniers de la vie religieuse médiévale reflétaient la conception qu'avait l'Église des moments propices aux différents types d'activités spirituelles et physiques. L'observance des fêtes, des jeûnes et des périodes de pénitence influençait la manière dont les couples vivaient l'intimité dans le contexte plus large de la vie chrétienne. Les communautés médiévales entretenaient des relations individuelles grâce à des réseaux d'obligations et d'entraide mutuelle. La participation aux activités communautaires, le soutien mutuel et le maintien des relations de voisinage exigeaient des couples qu'ils concilient leurs besoins privés et leurs responsabilités publiques. La résolution des conflits offrait des mécanismes formels pour résoudre les conflits au sein des relations intimes. La médiation, l'intervention des autorités religieuses et l'application du droit coutumier offraient aux couples des moyens de résoudre leurs différends sans détruire leurs liens. La conception médiévale de la vertu a influencé les relations intimes en proposant des objectifs et des normes de comportement communs. La recherche des vertus chrétiennes, l'évitement du péché et le développement du caractère moral ont créé des cadres permettant de comprendre le but et la signification de l'intimité conjugale. La littérature et sa représentation de l'amour et du romantisme ont défini les attentes culturelles des couples. L'amour courtois, la dévotion romantique et l'exploration de la passion face au devoir ont fourni aux partenaires un vocabulaire pour interpréter leurs propres expériences. Le pèlerinage a permis aux couples d'approfondir leurs liens dans de nouveaux contextes. Des voyages partagés, des objectifs communs et une libération temporaire des contraintes sociales ont permis aux partenaires de redécouvrir et de renforcer leurs liens. Les pratiques de guérison liées au bien-être spirituel ont influencé l'intimité en offrant aux couples l'occasion de prendre soin l'un de l'autre de manière concrète et émotionnellement significative. Traiter la maladie, apporter du réconfort dans la souffrance et célébrer la guérison ont tous favorisé le service mutuel et la proximité.
La vie agricole imposait des rythmes de travail saisonniers qui façonnaient les relations intimes. Les saisons des semis et des récoltes, le repos relatif de l'hiver et le renouveau du printemps offraient tous des défis et des occasions spécifiques pour maintenir la proximité. Le temps lui-même était vécu de manière organique, déterminé par le soleil, les cloches des églises et les cycles naturels, créant des occasions spontanées d'intimité tout en rendant difficile la planification avancée. L'hospitalité offrait aux couples l'occasion de démontrer leur unité. Accueillir les invités, leur fournir le gîte et le couvert, et maintenir l'harmonie au sein du foyer exigeait des partenaires qu'ils travaillent ensemble tout en préservant leur intimité. La météo et ses effets sur la vie quotidienne ont renforcé le contexte de l'intimité. S'adapter aux difficultés saisonnières ou célébrer des conditions favorables a influencé la façon dont les couples vivaient leur proximité, entre survie et prospérité. La présence des animaux au quotidien a façonné le partage des responsabilités et des soins. La gestion du bétail, les animaux de trait et les animaux de compagnie ont permis aux couples d'exprimer ensemble leurs instincts nourriciers. L'artisanat a invité les partenaires à collaborer autour d'activités pratiques et artistiques. La création d'objets ménagers, l'entretien des outils et le développement de compétences ont renforcé leur partenariat grâce à un effort commun. L'appréciation de la beauté aux musiques, art et esthétique a fourni aux couples des moyens de se connecter au-delà des nécessités pratiques, célébrant ensemble les dimensions les plus subtiles de la vie. Les fêtes saisonnières et les fêtes religieuses offraient des contextes propices à l'expression de l'unité tout en remplissant les obligations sociales. La participation aux traditions communautaires renforçait les liens publics et privés. L'acceptation du mystère ajoutait de l'émerveillement à l'intimité. L'acceptation de l'inconnu, l'appréciation des moments inexplicables et le respect de ceux qui transcendent la raison enrichissaient l'expérience partagée des couples. La prière et la méditation ont donné naissance à des pratiques spirituelles partagées. La participation aux offices, l'observation de dévotions privées et le développement de disciplines spirituelles ont permis aux partenaires de se connecter à des niveaux transcendants. Le symbolisme de la lumière et de l'obscurité conférait une signification sacrée à l'intimité physique. La lumière, présence divine, l'obscurité, mystère et danger, et le jeu de l'illumination et de l'ombre offraient de riches métaphores pour illustrer leurs liens. Le silence lui-même est devenu un langage d'intimité. La communication sans parole, les moments de silence partagés, le toucher, les gestes et la compréhension intuitive ont permis au couple de tisser des liens au-delà des mots. Le travail et les tâches quotidiennes s'intégraient au mariage, offrant des occasions de collaboration. Le partage des tâches, la coordination des efforts et l'atteinte d'objectifs communs devenaient des actes d'amour et de soutien mutuel. Considérer le foyer comme un espace sacré soulignait l'importance de l'environnement. Aménager les espaces de vie, créer de la beauté dans les limites du possible et établir des routines et des traditions exprimaient tous un engagement envers la vie commune. L'observance des jours saints et des liturgies saisonnières dans la pratique religieuse médiévale permettait aux couples de se connecter spirituellement tout en remplissant leur rôle de foi et de communauté. Considérer l'amour comme un pèlerinage offrait une puissante métaphore du mariage. Accepter les difficultés, célébrer les étapes importantes et valoriser le voyage autant que la destination constituait une aventure sacrée. Et ainsi, alors que vous vous allongez à nouveau dans ce cottage du Yorkshire en 1347 après Jésus-Christ, écoutant le vent hurler à travers les murs en bois et sentant la main calleuse de votre mari trouver la vôtre sous la couverture de laine rugueuse, vous comprenez quelque chose que des siècles d'intimité et de luxe ont peut-être oublié, l'intimité n'a jamais été une question d'espace que vous aviez, mais d'espace que vous avez créé. L'amour n'a jamais été une question de silence achetable, mais de compréhension instaurée dans le bruit. Dans un monde où l'intimité était impossible, les couples ont découvert que la véritable intimité ne résidait pas dans l'isolement, mais dans le choix d'être tendre malgré les témoins ou de murmurer des secrets que tout le monde pouvait entendre, mais que seuls les amoureux pouvaient comprendre, et de trouver le sacré dans l'instant tout à fait ordinaire où deux cœurs battaient assez près pour partager le même souffle, le même espoir, la même défiance silencieuse face à un monde qui leur offrait tout sauf la solitude. D'une certaine manière, cela suffisait.